La volatilité est le prix à payer pour accéder à la croissance à long terme. C'est une citation de Howard Marks. Oui, et je la trouve parfaite pour commencer. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux piliers de l'investissement, l'horizon de temps et la tolérance au risque. En gros, c'est combien de temps on a et est-ce qu'on a le cœur bien accroché? C'est un peu ça, oui. Et pour ça, on va décortiquer ensemble des extraits d'un guide d'investissement pour voir comment ces concepts, un peu théoriques parfois, peuvent nous aider à naviguer dans les turbulences des marchés. C'est ça, on va essayer de rendre ça très concret. Mais juste avant de commencer, un petit point rapide. Oui, Tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça vient de ces documents qu'on a étudiés. C'est à but informatif, éducatif. bien sûr. Mais ce n'est évidemment pas un conseil d'investissement personnalisé. On aime bien la phrase de Charlie Munger qui dit « Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. Voilà, chacun doit faire ses propres recherches. C'est noté. Alors, le plan pour aujourd'hui. » On va commencer par définir l'horizon temps, ensuite on plongera dans la tolérance au risque, la volatilité. Et on terminera avec une étude historique assez surprenante sur la résilience des marchés après les crises. Exactement. Parfait. Alors, commençons par la base de la base, l'horizon de temps. C'est un terme qu'on entend partout, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La source le définit de manière très très simple. C'est la durée pendant laquelle on peut laisser son argent investi avant d'en avoir besoin. D'accord, c'est la toute première question à se poser. C'est ça. C'est pas où je mets mon argent, c'est pour combien de temps. C'est cette réponse qui va tout conditionner. C'est un peu la boussole de la stratégie en fait. Et le document, il découpe ça en trois grandes catégories. Oui, c'est très clair. D'abord, il y a le court terme. Moins d'un an. Voilà, inférieur à 1 an. Et là, le mot d'ordre, c'est la sécurité et la liquidité. On cherche pas le gros rendement, on veut juste être sûr de retrouver son capital. Genre, on met de côté pour un voyage l'été prochain. C'est l'exemple parfait que donne la source. Un jeune professionnel qui épargne pour un voyage dans 10 mois. Il ne peut pas se permettre que son budget chute de 20% juste avant de partir. Non, c'est clair. Du coup, la source oriente vers des choses très sûres, comme le livret A par exemple, où le capital est garanti. C'est logique. D'accord. Deuxième catégorie, le moyen terme. Entre 1 et 5 ans. Là, on peut commencer à prendre un peu plus de risques. Un peu plus, oui, mais de façon modérée. On n'est plus dans la préservation à tout prix, mais on n'est pas encore dans l'attaque. Et l'exemple, c'était quoi? C'est celui d'une personne qui prépare un apport pour un achat immobilier d'ici 4 ou 5 ans. L'horizon s'est un peu allongé. Et ça change quoi concrètement? On sort du livret A? On commence à diversifier un peu. La suggestion, c'est par exemple une assurance vie avec une répartition prudente. Disons 80% en fonds euros, qui est très sécurisé, et une petite poche de 20% en unités de compte. Donc des actions. Des fonds d'action, par exemple, oui. On protège la majorité du capital, mais on alloue une petite partie à la recherche d'un meilleur rendement. Je vois l'idée. Et enfin, la troisième catégorie, le long terme. 5 ans et plus. Et là, tout change. Le temps devient notre meilleur allié. C'est un amortisseur. Pour préparer sa retraite dans 20 ans, par C'est exemple. l'exemple classique, oui. Sur une durée pareille, les secousses du marché, même les plus violentes, ont le temps d'être absorbées. Et donc là, on peut viser une performance plus élevée avec un portefeuille bien plus exposé aux actions, aux ETF. Donc, si on résume, la règle d'or, c'est plus l'horizon est long, plus le risque acceptable est élevé. C'est exactement ça. Mais c'est facile à vivre comme ça, en théorie. Quand on voit son portefeuille perdre 20% en un mois, cette belle théorie, elle est mise à rude épreuve, non? Ça nous amène directement à la psychologie, à la fameuse tolérance au risque. Vous mettez le doigt dessus. C'est le point crucial. La partie rationnelle, c'est l'horizon de temps. Mais l'investissement, c'est aussi, et peut-être surtout, de la psychologie. Et comment la source définit cette tolérance au risque? C'est la capacité à supporter les variations de valeur sans céder à la panique. Et pour y arriver, le guide nous dit qu'il faut intégrer 2 hypothèses fondamentales sur les marchés. D'accord. Lesquelles? La première, c'est que les marchés, sur le long terme, sont haussiers. L'économie mondiale tend à croître grâce à l'innovation, la productivité, Ok. mais, et c'est un mais énorme, cette tendance de fond est constamment interrompue par des fluctuations, parfois très violentes. C'est la volatilité. Et ce n'est pas un bug, hein. C'est une caractéristique. Voilà, c'est la nature même du marché. Et la deuxième hypothèse? Elle découle de la première. Après une baisse, le marché finit toujours par remonter. Toujours. La seule inconnue, et elle est de taille,
c'est le temps que ça prendra. C'est pour ça qu'essayer de timer le marché, de vendre juste avant la chute et de racheter au plus bas, C'est quasiment impossible, c'est même souvent le meilleur moyen de perdre de l'argent. pour illustrer ça, la source donne des chiffres qui font un peu froid dans le dos quand même. On nous parle de chutes possibles de 40, 50, voire 60%. Oui, ça ce sont les crises majeures, les signes noirs. Mais on nous dit aussi que des baisses plus faibles, de 10 ou 20%, sont bien plus fréquentes, qu'il faut s'y attendre tous les 2 ans en gros. Et c'est ça le point important. Il faut normaliser l'idée d'une baisse de 15%. Ce n'est pas une anomalie, c'est la routine du marché. Le savoir à l'avance, ça aide à ne pas paniquer le jour où ça arrive. Oui, mais comment on fait concrètement pour pas paniquer? La source utilise une analogie que j'aime bien, celle des soldes. Ah oui, Quand les prix baissent, c'est le moment d'acheter, pas de vendre. C'est une belle image, mais est-ce que ça tient face au stress de voir l'épargne d'une vie fondre? c'est une excellente question. Et c'est là qu'on touche à la différence entre la théorie et l'émotion. Personne n'aime voir son capital baisser. L'analogie des soldes, son but, c'est de fournir un cadre mental pour contrer l'impulsion de fuir. De rationaliser, en fait. Exactement. Ça nous force à nous demander, est-ce que les entreprises que je détiens valent vraiment 30% de moins qu'hier, ou est-ce que c'est juste le marché qui a peur? Ça m'amène à une distinction que fait la source entre tolérance au risque et appétence au risque. C'est pas la même chose. Non, et c'est très important. La tolérance, c'est votre capacité, psychologique et financière, à encaisser les pertes. L'appétence, c'est votre désir d'aller chercher du risque pour un rendement potentiellement plus élevé. Donc on peut être prudent de nature, avoir une faible appétence, mais développer une forte tolérance parce qu'on a un horizon très long et qu'on a compris comment les marchés fonctionnent. C'est tout à fait ça. L'un, c'est un trait de caractère, l'autre, c'est une compétence qui se travaille, et tout ça doit être adapté à chaque projet de vie. Le risque n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est juste adapté ou inadapté à un objectif donné. Le risque pour la retraite dans 30 ans et le risque pour l'apport de la maison dans 2 ans, ça ne peut pas être le même. D'accord, c'est très clair. On a le plan rationnel avec l'horizon et le cadre mental pour gérer la volatilité. Mais cette idée que le marché finit toujours par remonter, ça reste un peu un acte de foi. C'est vrai. Mais justement, nos sources ne nous demandent pas d'y croire aveuglément. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a une étude qui vient appuyer tout ça avec des chiffres. Oui, une analyse de State Street Global Advisors, History Backs Market Recovery. Ils ont voulu vérifier cette idée de résilience des marchés avec des données brutes sur une très longue période. Et comment ils s'y sont pris? L'approche est très robuste. Ils ont pris l'indice américain S&P 500 et ils ont isolé 25 corrections majeures, c'est-à-dire des baisses de plus de 10%. D'accord. Et sur quelle période? C'est ça qui est impressionnant. Depuis les années 1920, on a presque un siècle de données. Un siècle. Donc ça inclut la Grande Dépression, les chocs pétroliers, 2000, 2008, le Covid. Absolument toutes les grandes crises modernes. Et pour chacune de ces 25 chutes, ils ont regardé la même chose. Quelle a été la performance du marché 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans après le point le plus bas? Le protocole a l'air solide. Alors, les résultats? Les résultats sont spectaculaires. Et ils vont complètement à l'encontre de l'intuition. Dans tous les cas, ou presque, les rendements moyens après la chute sont systématiquement positifs. Systématiquement. Donnez-nous les chiffres. Alors, en moyenne, 3 mois après avoir touché le fond, le S&P 500 avait déjà rebondi de plus 2,8%. Déjà positif. Oui. 6 mois après, ce rebond moyen était de plus 5,4%. 1 an après, on est à plus 5,2%. Et à 2 ans, c'est souvent là qu'on voit si une tendance se confirme. Et c'est là que c'est le plus frappant. 2 ans après le creux, le rendement moyen du marché était de plus 14%. 14%, c'est énorme. On s'attendrait à ce que le marché rame pour juste revenir à zéro, mais là, il surperforme. C'est ce qu'on appelle un principe de réversion à la moyenne. Les marchés ont tendance à surréagir à la baisse comme à la hausse. Quand la panique pousse les prix bien en dessous de la valeur fondamentale des entreprises, il y a une sorte de force de rappel. Un effet élastique en quelque sorte. C'est une bonne image. Et ce qui est fou, c'est que ce schéma s'est répété pendant 100 ans. C'est une validation statistique très puissante de l'idée que les corrections sont temporaires. Ça donne une invitation à la patience et à la discipline, comme le dit l'étude. C'est ça. Ce n'est plus une opinion, c'est une leçon de l'histoire basée sur un siècle de données. Ça transforme la peur en une confiance stratégique.
C'est fou parce que ça veut dire que statistiquement, la pire décision financière, ça a presque toujours été de vendre au milieu d'une crise. L'histoire récompense les patients, pas les paniqueurs. Parfait, je pense qu'on a fait un excellent tour d'horizon. Si on devait synthétiser les quelques points clés à retenir. Alors le premier, je dirais que c'est la fondation. Toujours définir son horizon de temps. Court, moyen ou long terme. Ensuite, logiquement, plus l'horizon est long, plus on peut intégrer de risques pour chercher de la croissance. Les deux vont de pair. Le troisième point, c'est d'accepter la volatilité. Ce n'est pas un ennemi. C'est le prix à payer pour la performance à long terme. Sans elle, pas de rendement supérieur. Et quatrièmement, validé par les chiffres, les crises sont des opportunités pour ceux qui ont la discipline de rester investis. Et le dernier point, c'est de tout ramener à soi. Le risque doit être adapté à chaque projet. Il n'y a pas de bon niveau de risque dans l'absolu. C'est une super synthèse. On est parti de la théorie, on est passé par la psychologie et on a validé par les données. C'est très clair. Si je peux me permettre une toute dernière pensée pour la route. Allez-y. Les sources nous donnent des principes généraux sur le marché. Mais la vraie question, celle qui peut-être change tout, elle est plus personnelle. C'est comment ces concepts s'appliquent non pas au marché, mais à un projet de vie spécifique. C'est-à-dire? Quel est le pourquoi derrière l'investissement? L'avenir de ses enfants? Acheter sa liberté? Créer son entreprise? Un pourquoi clair et puissant peut complètement changer notre perception du risque. Ah oui, je vois. Une baisse de 20% sur un écran, c'est une chose. Mais si cette baisse est vue comme un simple obstacle sur le chemin d'un rêve qui nous porte, notre capacité à la tolérer devient beaucoup, beaucoup plus grande. La vraie question, c'est pas quel risque le marché peut supporter, mais quel risque mon projet de vie doit supporter pour se réaliser. J'aime beaucoup cette conclusion. Ramener la stratégie à l'humain, au projet. C'est ce qui donne du sens à tous ces chiffres. Un grand merci pour cette analyse très éclairante. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si cette discussion vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.